Ben, bonsoir à tous dans cette belle réunion du mardi 19 décembre 2023. Premièrement, c'est notre dernière réunion avant le temps des fêtes. Alors, je vais souligner en disant joyeuses fêtes à tout le monde. Puis que vous célébrez, qu'est-ce que vous célébrez? On espère que vous allez avoir un joyeux temps des fêtes. On peut ouvrir la réunion à 19h15. On est un petit peu en retard parce que la réunion précédente, elle a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. On peut ouvrir en faisant la reconnaissance des territoires. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot, Niitsitapi, traité 7 des peuples où Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région 3 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations métisses et Inuits qui ont vécu sur cette terre et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Maintenant, audition des contribuables, il n'y en a pas. Pas de délégation. Ensuite, point numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Puis là, je viens de remarquer ça, c'est pas vraiment important, là, mais point 15, la prochaine réunion, c'est le 23 janvier 2024. Mais à part de ça, moi, je ne vois rien d'autre. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Chantal? Non. Ah, il y a une petite main, j'étais. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Arnaud propose l'adoption du jour de l'ordre du jour de la réunion du 19 décembre, tel que présenté. Tous en faveur? Oui. Merci. Point numéro 4, adoption de procès-verbaux. Alors, 4.1, nous avons le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2023. Est-ce qu'il y avait quelque chose à changer? Oui. Chantal? Non, pas pour moi. OK. Quelqu'un propose? Geneviève? Alors, Geneviève propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2023, tel que présenté. Tous en faveur? Oui. Merci. Réunion ordinaire du 28 novembre. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter? Non? Pas pour moi. OK. Alors, quelqu'un peut proposer l'adoption? Yannick propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 novembre 2023 tel que présenté. Tous en faveur? Oui. Merci. Point 5. Point déroulant de procès-verbaux antérieurs. On n'avait rien noté. Point 6. Dossier lié aux politiques. Politique 2.10. Défense des intérêts politiques et démarchage. Rapport numéro 1. La réunion de la FCSF. Le rapport, il est dans le drive. Il y a juste quelques petites choses que j'aimerais mentionner. Pendant la GA, le point a été soulevé de signer la charte contre le racisme. Et puis, ça a été mentionné encore à la réunion du 4 décembre. Fait que j'aimerais ça que peut-être faire un suivi pour la prochaine session de travail, qu'on pourrait peut-être en discuter, puis prendre une décision, comment notre conseil veut aller à l'avant avec ça, ou pas. Fait que ça, c'est la charte contre le racisme qui avait été présentée lors du congrès de la francophonie. Exact. Oui, puis aussi pendant la GA de la Fédération. Ensuite, juste pour vous dire que son preneur aussi va avoir des élections partielles.
Puis ça va être, la date est encore à déterminer. Ensuite, pour faire suite faire suite à notre travail qu'on a fait sur les statuts, les règlements pour la fédération, ça va être considéré pendant la prochaine réunion. Puis, je suis vraiment fière de notre travail. J'ai hâte d'aller de l'avant avec ça. Et après ça, ben, c'est une lecture. Oui. Je voudrais juste mentionner que le rapport qu'on a dans le Drive, le 6A, c'est le rapport annuel de la Fédération des parents francophones. C'est pas celui de la Fédération du Conseil des conseils scolaires. Ah, Fait que c'est pas le c'est pas ok. le même. Fait que juste peut-être mettre en tout cas. OK. C'est juste quelque chose à. C'est tout. Peux-tu m'envoyer ce document-là? Parce que je sais pas ça. Ça va être bête. Je pourrais On peut. Ça se peut pas bien que j'aille mis le mauvais document en attachement. Donc juste pour Oui, vas-y. la charte contre le racisme, on va la prochaine session de travail, ça va être un point de discussion. Ben, c'est ça que j'aimerais suggérer, si vous êtes tous d'accord. Puis est-ce que c'est pas ça? On va l'envoyer. Oui. OK, merci. Je suis capable de la lire d'avance. OK. J'ai envoyé une copie à OK. OK. Parfait. OK, ben, c'est à peu près tout. C'était une réunion très, très courte. Fait qu'il n'y a pas énormément à rapporter là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Non? OK. Alors, point B, ASBA, zone 5 et zone 6. Chantal, tu veux y aller en premier? Oui, je peux faire ça. Donc, pour Edwin Parr, on a révisé un petit peu la façon de faire. Par le passé, si je ne me trompe pas, c'est pas moi qui étais là, mais c'était comme 2 billets gratuits un pour le candidat et son accompagnateur. Puis, je crois qu'il y avait un billet gratuit aussi pour la direction générale. Eh bien, maintenant, ça va être comme 4 billets pour que la direction générale puisse choisir une autre personne pour l'accompagner sans avoir à payer. Les billets restent au même prix, 65 par personne. Cette année, il n'y a pas de frais pour les conseils scolaires pour accéder à zone 5, ce qui était une très bonne nouvelle. Ensuite, on a eu des mises à jour par Marilyn Denis, qui, elle, 2 secondes. Oui, donc, elle disait que il y avait des demandes qui étaient faites, puis peut-être est-ce que ça nous concerne aussi, mais il y avait une demande qui venait souvent de la part des conseils scolaires par rapport au milieu rural, qui demandait d'être soutenu par ASBA et tout ça. Puis, ce qu'ils demandaient, c'est que quand on fait nos demandes comme ça pour spécifiquement en rural, de s'assurer d'être plus précis dans nos demandes parce que comme c'est trop vague présentement, ils sont comme pas capables de mettre le doigt exactement sur quelle sorte d'aide ils peuvent nous apporter. Fait que si jamais c'est le cas, je vais juste vous laisser savoir. Ensuite, une mise à jour pour nous qui a été faite de la part de Chali Baziouk, c'est que ce qu'ils veulent faire, ce qui s'en vient pour les conseils scolaires francophones, et qui devra, c'est que pour les élections, il va falloir être sur les formulaires municipaux de vote. Alors, c'est ce qui s'en vient. Donc, il va falloir le planifier dans le budget ultérieurement. Maintenant, l'idée a été lancée, mais j'ai pas eu plus d'informations, mais c'est ce que
C'est ce qu'on va voir, là, ce qui s'en vient à la prochaine réunion. Et puis, aussi, ils ont parlé de l'intelligence artificielle parce que ça évolue extrêmement rapidement. Puis là, ASBA essaie aussi de trouver pour les conseils scolaires les meilleurs outils possibles, aussi pour la formation, parce que ça impacte sur les politiques de nos conseils à plusieurs niveaux. Donc, ça aussi, ça s'en vient. Et puis, il y avait le biais 85 par rapport à Student First Act, Teaching Conduct and Competency Complaint. Je voulais juste nous dire que présentement, à Edmonton, il y a entre 300 et 500 plaintes qui ont été faites par les parents. Donc, le processus est peut-être pas le meilleur, mais il va y avoir une revue pour avoir un ordre d'importance ou de priorité dans les plaintes, etc. S'assurer que avant qu'un parent fasse une plainte directement à Edmonton, ben, qu'il a vraiment fait un processus de contacter son école. Ça n'a pas fonctionné. Alors, faire les étapes. Voilà. Donc, entre 300 et 500 plaintes. C'est tout. Geneviève a une question. Oui, excuse. Concernant les élections municipales, là, c'est au conseil scolaire de gérer, c'est à nous de gérer nos propres élections, puis de décider si on va aller dans le municipal ou non. C'est notre droit là, de faire ça de la façon qu'on veut. Là, est-ce que tu es en train de dire qu'au niveau de ASBA, ils poussent pour que les conseils scolaires francophones, on soit dans les élections municipales? Ou est-ce que c'est nous? En fait, c'est que la façon que je l'ai compris, c'est que semblerait, puis c'est pas juste nous à zone 5, là, c'est comme dans la province vraiment, semblerait que ça crée une espèce de tension, le fait qu'on n'est pas sur les formulaires de la ville pour les élections. Mais alors, est-ce que la problématique, elle a été soulevée par nous ou par des conseils scolaires anglophones? Parce que moi, je veux pas, je veux dire, il y a des coûts associés aux élections municipales. On avait révisé à un moment donné, c'est quand même assez substantiel, là, versus le budget qu'on met, nous, présentement. Je veux dire, je suis pas contre d'aller au municipal, mais je veux pas payer, je veux pas payer ce que ça coûte. Donc, c'est une demande, c'est nous qui a demandé ça? C'est des pressions de notre part ou c'est les conseils scolaires anglophones qui demandent ça? Bien, en fait, ils n'ont pas dit de qui ça venait. C'est juste qu'ils ont dit que c'était sur la table, que c'était en discussion, puis que ça s'en venait. Alors, maintenant, il faudra discuter avec eux, plus avec, ASBA, vraiment face à face pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils entendent par ça, d'où ça vient, tout ça, j'ai pas les détails. Est-ce que c'est possible, Madame la Présidente, de mettre ça sur l'ordre du jour de la réunion de la Fédération des conseils scolaires pour qu'il y ait un suivi? Parce que moi, je vais me faire imposer quelque chose, qu'il y a des coûts vraiment, je ne suis pas nécessairement confortable avec ça. Puis d'essayer de creuser, de savoir exactement d'où est-ce que ça vient. L'intérêt de faire ça. Ouais. Merci. Et j'avais deux autres questions. Vas-y. Concernant l'intelligence artificielle, c'est plus un commentaire, mais lors de la ASBA au Fall General Meeting, moi j'ai participé à un atelier, je pense que certains d'entre vous étaient présents, sur justement l'intelligence artificielle et il nous disait que les conseils scolaires, on devrait, si on n'a pas déjà avoir mis en place une politique d'ici les 6 à 8 prochains mois. Donc, il disait qu'il faut vraiment commencer à avancer vite pour ça. Donc, je voulais juste le mettre sur la table et potentiellement en session de travail, commencer à en discuter. Oui, il y a un travail de fond qui se fait aussi au niveau national avec les DG, avec le RMDG, entre autres. Donc, c'est vraiment un sujet d'honneur. Et puis, ça va se poursuivre après Noël. OK, parfait. Puis moi, juste sur ce point-là, j'ai pris la peine de consulter certaines recherches très exhaustives, certains étudiants pour leur demander ce qu'ils pensaient de ça. Et j'ai vraiment été surprise de voir, tu sais, vous autres, ChatGPT, tu sais, on le prend tout, on le prend pas. Puis
le pourquoi de comment ça les a aidés à comprendre la matière. Ils pouvaient mettre ça là-dedans, poser une question, puis il n'y avait pas besoin d'attendre après l'enseignant, d'avoir l'outil en tant que tel ou l'intelligence artificielle comme outil d'apprentissage, pas nécessairement juste comme outil de trichage comme que moi je pourrais des fois comme parent penser. Là. Donc, en tout cas, j'ai trouvé que ça peut, en tout cas, ça m'a ouvert l'esprit un petit peu par rapport à ça. Donc, je suis contente de voir que puis ça, on va en entendre parler dans les prochains mois, un petit peu de où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Mais ça se discute autant au niveau provincial qu'au niveau. OK. Parfait. Puis en attendant, comment ça gère dans la classe? Tu sais, c'est pas que, jusqu'à date, c'est pas un gros problème qui a été apporté à notre attention. Mais définitivement des conversations à avoir avec les directions d'école. OK. Je vais mettre ça sur une mise à jour pour la prochaine rencontre de direction d'école pour aller voir Qu'est-ce qui se fait? Oui. Parfait. Puis mon dernier point était concernant les plaintes, justement, le Bill 85, là. Moi, c'était quand je vois ça, puis on parle de entre 300 et 500 plaintes déjà qui sont allées. Moi, ça me fait dire qu'il y a peut-être dans certains conseils scolaires que le processus de plainte, le processus de communication n'est peut-être pas clair, ce qui fait qu'un parent, au lieu de passer par l'enseignant, la direction, etc., va directement là. Fait que je trouve que c'est une perte ça peut potentiellement être une perte de fonds publics. Là. Donc, c'est peut-être de notre côté, juste pour se rassurer que notre processus de communication est clairement expliqué, clairement accessible aussi pour le parent. Pour éviter que ça se passe, ça serait aussi peut-être de le mettre clairement accessible, là, je ne sais pas où, là, mais comme ça, c'est pas c'est un parent qui aurait une plainte à faire ou un commentaire constructif pourrait le faire en suivant notre processus de communication que nous, on a en place à c'est ça, c'était mon commentaire. Merci. Je peux enchaîner avec zone 6, et puis s'il y a d'autres questions, on peut retourner là-dessus. Dans zone 6, c'était pas mal tous les mêmes sujets que dans zone 5. Il y a eu des discussions sur les Speakers Corner. Puis il y a les conseillers de zone 6 sont de l'opinion que les Speakers Corner avaient beaucoup de valeur. Puis une des raisons pourquoi que j'ai noté ça ici, parce que je me demandais si c'était un outil que nous, à Franco-Sud, on utilisait à sa pleine valeur. Puis peut-être que ce serait peut-être quelque chose à regarder pour voir point de vue formation, point de vue les utiliser à leur propre valeur. Il y avait des postes ouverts aussi pour zone 6, Labor Relations Coordinator puis Handbook Coordinator. Je trouve ça intéressant parce que ils ont des postes à zone 6 qu'il n'y avait pas à zone 5. Par exemple, le Southern Alberta Comprehensive Health. Et puis, il y a quelqu'un de la zone 6 qui fait les réunions de Joint Health, puis qui ramène l'information. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, parce que ça peut avoir des implications. C'est peut-être pas de l'information que chaque conseil veut aller chercher lui-même, mais d'avoir au moins une personne dans le sud de l'Alberta qui ramène ça, je trouve ça intéressant. Il n'y avait pas de rapport. Mais quand même, c'est là pareil. Puis ensuite, il y a eu une discussion aussi sur technologie and bandwidth. Alors, pour plusieurs écoles rurales, la technologie puis l'accès à l'Internet, ça peut être problématique, surtout quand on parle que les examens provinciaux pourraient être administrés sur l'Internet. Fait que je me demandais, nous autres, Franco-Sud, à part on a une école que je suis au courant qu'il y a une misère avec leur Internet, ou un satellite, je devrais dire. Mais à part de ça, nous autres,
est-ce qu'on a des problèmes de bandwidth? Parce que là, général, je pense que nous, on n'a pas reçu de feedback négatif à ce propos jusqu'à date. fait que, mettons, là, je fais juste, ça n'a pas pas nécessairement réalité, là, mais mettons qu'on prendrait une décision que, OK, en juin, tous nos examens provinciaux, cette année, on les fait en ligne. Fait que, tu sais, je regarde ça là, comme par exemple à la Rose Sauvage, on pourrait avoir comme 50, 60, 100 étudiants qui font leur examen en même temps, puis on n'aurait pas de problème d'Internet. C'est un peu ce qui se passe en ce moment de toute façon. OK. C'est ce qui se passe en ce moment avec Verata, la nouvelle plateforme. Mhm. OK, bon, ben, On a juste une école où c'est un peu plus faible en ce moment, c'est l'école de Carlson. mhm. Sur les 11 élèves, ils vont pas tous faire des tests. Alors. C'est ça. OK. Ah, mais j'étais juste curieuse. Merci pour le feedback. Je vais ramener ça à la table parce que la discussion se termine le mois prochain. Puis, c'est à peu près tout ce que j'avais à rajouter de zone 6. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires sur zone 5, zone 6? Ben, juste peut-être une idée, là, mais comme pour le concernant Speakers Corner, ça aussi à Asborn, vous avez présenté les opportunités de micro-learning. Parce qu'on parlait de 10 minutes, là, c'était principalement de ce que j'avais compris sur les Premières Nations. Je n'ai pas encore réussi à trouver c'était où sur leur site web, je n'ai pas retrouvé l'information. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a certains conseils scolaires catholiques qui, eux, avant de commencer leur réunion, ils ont un faith formation. À leur début de réunion, puis ça semble être public, là. S'ils ont un 10-15 minutes de faith formation au début de la réunion. Donc, il y a peut-être quelque chose sans être à l'intérieur de la réunion du conseil, un temps ou de formation à ce niveau-là qui peut être pertinent si la matière n'est pas 3 heures de temps. Les plus corners sont quand même longs, c'est quelque chose qu'on peut accéder nous autres-mêmes. Mais s'ils ont quelque chose de plus restreint sur des sujets spécifiques ou que ce soit nous qui enseignent ou que notre administration enseigne des sujets spécifiques qui reviennent à nous, peut-être que ça pourrait être une opportunité aussi. Quelle suggestion? OK, fait que ça conclut le point numéro 6. Il n'y a rien d'autre. Point 7, décision liée aux politiques, il n'y en a pas. Point 8, rapport de la présidence. Là, je viens de remarquer que il n'est pas sur le drive, mais il est ici. Fait que je peux essayer. OK. Là, ça l'inclut, ça commence en octobre, parce que le mois dernier, avec ACSTA, ASBA, etc., j'avais manqué de temps pour finir tout ça. Alors, le 20 octobre, on a eu la reconnaissance des enseignants à Sainte-Marguerite-Bourgeois, qui était une super après-midi. Il y en a parmi vous qui étaient là aussi. Je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Moi, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup apprécié le roast en particulier de Daniel. C'était vraiment bien. Ensuite, il y a eu des portes ouvertes du campus satellite, du campus Saint-Jean, bureau satellite à Calgary. Ça aussi, c'était quand même c'était intéressant. On a fait des bonnes connexions et puis c'est bon de garder la relation ouverte. Puis on a beaucoup discuté d'avoir une relation symbiotique. Nous autres, promouvoir le métier d'enseignant et puis les envoyer au campus Saint-Jean, puis eux autres, ben, puis ils reviennent, puis on a des super enseignants après ça. Ensuite, Daniel et moi, on est allés à la célébration de vie pour John William. Ça aussi, c'était... ça me donne des frissons juste de penser. C'était puissant, mais je suis fière que Franco-Sud, on était là pour supporter la communauté. Comme que vous êtes au courant, le 21 octobre, on a eu le Conseil des conseils. Ensuite, le 24 octobre, il y a eu une mise à jour de TIBA.
Du 25 au 29 octobre, il y avait le colloque LAGA de la Fédération nationale à Sudbury. Moi et Chantal, on était là. Encore là, on a fait, ça a été très, très instructif. Il y a des belles choses qui s'en viennent, puis c'est beau à voir. Ensuite, du 17 au 21 novembre, il y avait l'AGA de ACST, l'AGA de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, le FGM et l'AGA de ASBA et l'AGA de TIBA. Point à noter pour l'AGA de TIBA. Alors, il y a eu un changement du groupe 1. Fait que le groupe 1 de TIBA, c'est les 4 conseils scolaires majoritaires. Là, fait que Calgary, puis Calgary Catholic, Calgary Public, Edmonton Public, Edmonton Catholic. Fait qu'ils ont eu un petit changement des 3 représentants de directeurs de la table. Puis, ouais, ça devrait être intéressant avec les négociations qui vont commencer bientôt, d'ailleurs, au début de l'année prochaine, parce que les négociations de la table centrale recommencent. Parce que le contrat de nos enseignants, il se termine bientôt. Ensuite, le 23 novembre, on a eu une rencontre avec la CFA au sujet du campus Saint-Jean. Du 29 au 30 novembre, j'ai participé à des discussions avec les parents de l'école La Vérandrie au sujet de la construction du nouveau gym. Puis c'est vraiment intéressant de voir la perspective des parents, puis les parents qui se sont organisés par eux-mêmes, puis qui ont invité, par eux-mêmes, ils ont invité je me souviens plus de son nom en ce moment, là, mais un des planificateurs de la ville de Lethbridge pour de vraiment ressourcer par eux-mêmes beaucoup d'informations comme ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Stéphane, la réunion du conseil le lundi, il y en avait de l'information pour toi? Oui, c'était les résultats du sondage. Oui, puis avec tous les ajouts de leur discussion. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant que les parents fassent ça. Le 30 novembre, il y a eu l'AGA de la FPFA. Ensuite, le 4 décembre, il y a eu le CA de la FCSFA, que j'en ai parlé plus tôt. Le 7 décembre, il y a eu l'orientation des directeurs et des alternes pour ASBA. Comme que vous êtes au courant, les 4 conseils francophones ont maintenant un poste de directeur qui n'a pas rapport avec la fédération. Et puis, moi, je suis l'alterne. Ça a été le niveau de formation que ASBA donne, c'est vraiment spectaculaire. Ça paraît qu'ils ont beaucoup d'expérience, puis à un moment donné, c'était comme de 9 h le matin à 3 h d'après-midi, 4 h d'après-midi, puis à un moment donné, là, le calepin il était tellement rempli que tu deviens comme vraiment, c'est assourdissant. En tout cas, non, mais c'est vrai, il y a tellement d'informations que tu te dis, Colin, je pense que j'ai le cerveau un peu enflé. Ensuite, le 8 décembre, il y a eu une autre session avec TIBA. Et puis, le 13 décembre, je suis allée à la zone 6. Juste pour mentionner que aussi, nous avons été très, très occupés pour le mois de novembre et décembre avec les activités pour recruter et engager notre nouvelle direction générale. Et puis, ça s'en vient. Les tout derniers détails, ils sont en train d'être finalisés. Alors, c'est d'un jour à l'autre qu'on va avoir notre belle annonce officielle. C'est très difficile à ce moment de garder le secret, là, mais en tout cas, ça s'en vient.
Ensuite, novembre a aussi marqué l'arrivée de Yannick. Puis Yannick, je te dis, t'es rentré vite en affaires. Élu, assermenté, puis let's go, dans la même semaine, on était à Edmonton à t'introduire, puis c'est vraiment intéressant parce que Yannick, on disait, le nouveau conseiller scolaire, puis il disait, ah, ton premier terme, oui, d'ailleurs, c'est mon premier 48 heures. Puis même si c'était un très court terme, franchement, tu as été super à la hauteur. Bienvenue à l'équipe. Puis c'est à peu près tout pour ce que j'avais à dire. Questions, commentaires? Moi, j'aurais seulement une question concernant le campus Saint-Jean. Ils ont présentement combien de personnes inscrites en deuxième année qui terminent cette année? On sait ça à peu près? Bonne question. Oui, OK. Donc, 62. 62 présentement? OK, parfait. Et puis, on a des rencontres prévues en début d'hiver. OK. Pour l'année. Mhm. OK, super. Je comprends. En fait, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Je suis vraiment contente. Ça enlève ma deuxième question. Au niveau de TIBA, est-ce qu'on a un représentant francophone sur leur Non. comité? Non, il n'y a pas de représentant francophone. Puis à part les 4 conseils francophones, il n'y a pas d'intérêt à avoir une représentation francophone. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir juste faire du démarchage. D'ailleurs, ça fait comme 2 ans maintenant que je travaille très fort là-dessus. Puis c'est très difficile de convaincre les gens que la perspective, la lentille francophone aurait beaucoup, beaucoup de valeur à la table de négociation centrale. OK, c'est bon. C'est ma question. Merci. D'autres questions, commentaires? OK, merci. Alors, numéro 9, dernier rapport. De l'élection générale. Étant, Daniel. Et alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui est très important, c'est au niveau de la décision qui a été prise au niveau de la Cour suprême. Et puis, vous avez déjà reçu beaucoup d'informations, mais je pense qu'au bénéfice de la communauté, je vais essayer de faire un résumé qui pourra donner un sens à la communauté. Alors, comme vous le savez, la décision est rendue le 8 décembre. Et puis la Cour suprême a annulé les décisions ministérielles qui refusaient, son mandat, la mission des enfants de parents non ayant droit à une école francophone au territoire du Nord-Ouest. Okay. Et juste pour donner un contexte à cette histoire-là, c'est qu'en 2018-19, il y a 5 parents non ayant droit qui ont demandé à la ministre de l'Éducation du PNU l'admission de leur enfant dans un programme d'enseignement de première. Alors, dans chaque cas, la commission scolaire s'était assurée justement de recommander l'admission. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que dans les hauts territoires du Nord-Ouest, les admissions passent par le ministère. D'accord? Alors, la recommandation a été faite justement d'accueillir, puis c'était pour favoriser l'épanouissement de la communauté. Puis malgré ces recommandations-là, la ministre avait rejeté la première demande. Et à son avis, ça ne satisfaisait pas aux conditions qui avaient été établies par une des directives qui était en place là. Alors, les parents et la commission scolaire se sont adressés à la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest pour commencer. Et à ce moment-là, suite à l'étude du dossier, le juge a annulé la décision de la ministre des PNU et
il a demandé de vous leur envoyer, les demandes d'admission pour un réexamen. OK? Et le ministre, n'étant pas d'accord, ce qu'elle a fait, c'est que tout simplement, elle a porté le jugement ou a porté le jugement à la Cour suprême d'appel de la Colombie-Britannique, du territoire du Nord-Ouest. Alors, et la Cour d'appel du territoire du Nord-Ouest a rétabli la décision de la ministre à ce moment-là. De là, l'appel vers la Cour suprême. Et puis, donc, comme vous le savez déjà, il y a eu le juge a rendu sa décision. Et ce que ça fait, ça, c'est que tous les conseils à travers le Canada vont devoir se retrancher d'une certaine façon, soit, j'imagine, ici au conseil, on a la pratique d'aller en session de travail pour discuter de ceci. Il y a eu une bonne discussion aussi avec l'équipe de gestion à ce sujet-là. Pour essayer de voir un peu où est-ce qu'on se situe, nous, Franco-Sud. Puis, quand on regarde, si vous avez eu la chance de lire le jugement dans son entièreté, je l'ai fait, Brigitte le fait également, on est passé à travers les points et tout ça. Le Franco-Sud se positionne quand même assez bien. On a déjà, quand on regarde nos cas exceptionnels, comparé à à la situation des territoires du Nord-Ouest, où on accepte des immigrants de pays francophones dont la langue est comprise et le français déjà comme cas exceptionnel. Et ça nous a amené aussi à, moi je pourrais dire, à se questionner aussi c'est quoi l'impact, par exemple, d'ouvrir davantage les inscriptions. Et tout ça, ça pourra être discuté entre vous, bien sûr, avec l'équipe administrative et tout ça. Mais une des choses qui est ressortie du jugement, entre autres, c'est que le juge, excusez-moi, le refus d'admettre des parents non ayant droit, ça peut avoir un effet également de restreindre le maintien, l'épanouissement, si vous voulez, des communautés linguistiques qui sont minoritaires. Mais ça peut avoir aussi des effets qui pourraient être négatifs s'il n'y a pas un bon encadrement là-dessus. Et dans un des articles du jugement, ce que le juge mentionnait, c'est qu'on ne veut pas non plus que les écoles de minorités linguistiques, donc les écoles francophones, deviennent, si vous voulez, des centres d'assimilation si on accepte, par exemple, une proportion de non-ayants droit qui viendrait affecter, autrement dit, c'est comme si on assimilerait nos propres élèves dans nos propres écoles. Donc ça, c'est des discussions qui vont pouvoir se poursuivre à la table. Donc comment bien encadrer ça pour s'assurer que on n'assimile pas dans nos propres écoles. Assimiler en anglais? Oui. On discutait de ça au niveau de la table. Si par exemple, dans une petite école, on aurait un ratio plus important de non-ayants droit, par exemple, anglo-dominant, on dit comme ça, ben, il y a un risque justement d'assimiler nos étudiants. Alors, ça, c'était, je ne sais pas si on peut dire une mise en garde, mais c'est certainement quelque chose. On comprend très bien que la vitalité linguistique et culturelle dans certaines communautés petites, on comprend que le jugement va peut-être nous ouvrir justement, nous amener à augmenter nos inscriptions et nous permettre justement de plus fort, d'avoir plus de programmes, etc. Okay, donc, ça va être intéressant. La Fédération nationale a coutume, si je peux m'exprimer ainsi, de toujours revenir vers les conseils de façon pan-canadienne quand il y a des jugements comme ça et offrir des sessions d'information. Alors, j'anticipe qu'en janvier, qu'il y aurait ce genre d'invitation qui serait lancée conseil
et aux administrateurs pour nous donner un peu plus d'informations. Différentes firmes d'avocats sont présentés pour différents cas là, à travers le monde. Alors, moi, j'anticipe que c'est certainement quelque chose qui va se produire. C'est ça. Alors, oui, très intéressant. C'est une opportunité, c'est une victoire, je pense, pour les francophones. Certainement au PME. Oui, à Franco-Sud, on a déjà une pratique qui est bien établie, qui permet justement d'accueillir des gens qui tombent sous des critères exceptionnels. Mais ce jugement-là va nous permettre aussi de réexaminer et peut-être d'ouvrir davantage la porte à certaines familles. Alors, on a eu une belle conversation ici au niveau de l'administration. Puis, ça va être important de poursuivre ça. Oui, c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre aussi la porte pour changer l'article 23 absolument, parce que, je veux dire, mettons que, comme il y en a tellement en Alberta ici, des gens qui sont déménagés, les grands-parents sont arrivés ici, il y avait zéro accès à l'éducation francophone, alors ils ont été assimilés, il n'y avait pas le choix. Puis maintenant, ben, les petits-enfants, c'est plus des ayants droit. Fait que moi, j'ai trouvé que ça, tu vois, c'est un de nos critères. À Franco-Sud, on va accepter des familles qui, donc les enfants qui veulent reprendre, je veux dire, comme tu viens de l'expliquer, ils n'avaient pas accès, leurs parents n'avaient pas accès à l'éducation francophone. On en a plusieurs qui sont venus, on va découvrir leur culture, leur langue. Il n'y a pas un article, il y a un article, c'est la préparation, il y a quelque chose, il y a une clause. Moi, j'ai eu en fait la publication avec. Il y a aussi un risque en fait qui est avec. C'est ça. Oui. Le risque, c'est que est-ce que au niveau des enseignants, les enfants qui maîtrisent pas le français, qui sont dans nos écoles, qui ne sont pas les parents francophones, qui sont dans nos écoles, comment est-ce qu'ils vont suivre le cours des autres enfants? Est-ce que ça ne devrait pas être une difficulté pour nos écoles? Voir, ça ne va pas demander plus de ressources pour ces enfants-là. Parce qu'imaginons que si les enfants qui viennent des pays francophones, on s'est dit qu'à la base, les parents ont déjà la notion du français. Si on prend, je vais prendre l'exemple des pays, par exemple le Japon, qui arrive qui veut aller dans nos écoles, dont les parents ne parlent pas. Quel est le risque pour nos écoles, en fait, au niveau des enseignants avec ces enfants-là? Bien, c'est pour ça que le jugement, ce n'est pas une porte ouverte aux parents de décider la langue de l'éducation. Dans le cas qui est le cas présent, le juge fait une certaine mise en garde, justement, de. Je ne sais pas si on peut utiliser la mise en garde, mais quand tu lis le texte, tu peux voir qu'il faut faire attention justement pour pas que nos écoles deviennent un lieu d'assimilation pour nos ayants droit. Donc, c'est pour ça que ça va demeurer du cas par cas, parce que tu ne peux pas nécessairement dire on va accepter tous les gens qui sont nécessairement, j'ose pas mettre personne dans une catégorie, mais si tu amènes des gens qui sont non ayant droit, donc qui vont passer par des critères exceptionnels, le conseil se réservera toujours le droit de dire OK, on peut accepter cette personne-là ou pas. Mais ce qui vous reste à définir, c'est en plus de ce qu'on a en place présentement, c'est comment est-ce qu'on va encadrer le francophile, comment est-ce qu'on va encadrer les exemples dont tu mentionnes tout ça. Okay? Alors, mais ça, il va falloir s'y pencher. C'est ça pas juste nous, l'ensemble des conseils. Dans le cas du TNU, c'était des familles de nouveaux arrivants. Le juge avait un droit de discrétion, pas le juge, excuse-moi, la ministre, quand elle a utilisé son droit de discrétion, sa discrétion, c'est pas le droit, mais sa discrétion d'accepter ou pas, elle n'a pas pris en considération l'article 23 et l'impact sur
la vitalité de la communauté francophone, mais aussi, il y a, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a oublié, mais il y a des choses, par exemple, que la commission scolaire a rappelé à l'UNIS, c'est que ces enfants-là parlaient très bien français. Il n'y avait pas un coût d'accepter ces gens-là, etc., etc. Alors, ça a été pris en compte par la Cour suprême. Le balance entre le coût, si tu veux, et Je suis entièrement d'accord. Oui. Moi, j'aurais bien, si on prend un enfant qui vient du Japon, regarde les enfants, il est ni anglophone ni francophone. On ne va pas les accepter. Bah, si les anglophones, il faut les accepter parce que les parents, moi, j'ai vu avec autre chose. Ce sont des enfants de la base qui sont une notion de l'interprétation que la décision, moi, me fait réfléchir. Est-ce comment on décide pour des gens qui n'ont pas une première langue? Tu veux dire pour les allophones, par exemple? Les premières langues anglophones et francophones. Qui ne parlent ni français. C'est ça. OK. Comment est-ce qu'on décide ça? Alors ça reste à déterminer. Ça reste à déterminer. Il y a déjà des précédents dans différents conseils pour les allophones. Donc ça, c'est des discussions que vous allez avoir. Okay, dans un futur proche, j'espère. Est-ce que c'est possible d'amener ce point-là en discussion de session de travail prochainement? Parce que on commence en tout cas une période de recrutement pour les prochaines années. Pour la prochaine année, est-ce qu'on peut prévoir ça en session de travail, genre janvier? Déjà noté. OK. Merci. Le plus tôt, le mieux. Parce que déjà, les gens ont pris connaissance et vous allez avoir des demandes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu des questions. Ouais. C'est déjà noté. Merci au TNO. Absolument. On Puis peut- j'ai envoyé un message à la direction générale. C'est certainement un beau travail et chapeau. Donc, ce qui fait qu'eux, présentement, dans la réunion, tu voyais, quand tu suis la réunion, leur PV, là, c'est marqué, ils ont toujours un point pour accepter tel élève. Là, ils ont toujours des. Donc, ça, ils n'auront plus besoin de le faire, si je comprends bien. Ça va être Peux-tu répéter ça? présentement, quand on regarde leur procès-verbal, tu vois dans leur procès-verbal qu'ils vont à un huis clos, puis là, ils ressortent du huis clos, puis là, ils acceptent des élèves. Tu vois des noms, c'est vraiment le nom des familles, le nom des élèves. Ce qui m'amène à penser que là, maintenant, ça ne sera plus nécessaire de le faire. Parce que je pense qu'il fallait qu'ils acceptent, puis après ça, c'est envoyé au niveau de la ministre. OK, ça, je sais pas. Mais c'est un petit peu. À ma connaissance, le pouvoir de décider n'a pas été retiré à la ministre. Ah, C'est juste qu'on a dit à la ministre dans quel cadre d'exercer sa discrétion. OK, c'est bon. Fait que là, on est content, nous, comme on dit. OK. Merci. Et c'est tout bon. Autre question et commentaires pour Daniel? Chantal? Non, c'est bon pour moi. Merci. Super. Alors, on continue avec point 10, rapport de la Société des conseillers catholiques avec Geneviève. Oui, juste pour vous faire mention que les 3 conseillers catholiques, ça avait été prévu à la réunion organisationnelle qu'on irait au Canadian Catholic School Trustees Association, la AGA et congrès qui se fait annuellement. Cette année, c'est à Calgary. Donc, on en profite cette année d'y aller les 3 là. Les coûts vont être moins. On avait budgété une personne. Puis, on s'est entendu pour revoir pour les années à venir, si on envoie quelqu'un ou non, pour, vu que cette année, on ferait les 3 cette année. Financièrement, ça fait un petit peu plus logique d'envoyer des gens ici que. Surtout qu'il va y avoir un aspect francophone. Il y a toujours un aspect francophone, c'est organisé par Catholic Catholic. Nous, on a soumis des thèmes, l'administration, moi-même, mais c'est ça. Donc, ça, juste pour vous informer par rapport à ça. Et j'ai oublié quelque chose que je viens de mentionner. Ah oui, le souper avec Monseigneur McGrattan. Il va être le 17 avril. On reçoit Monseigneur et cette année, nouveauté, on reçoit aussi les prêtres de nos paroisses catholiques associées à nos écoles. Généralement, on a une représentation d'un conseiller catholique public qui se déplace, donc je vais vous laisser en conseiller public décider qui va être présent et nous informer. Mais oui, c'est ça. Donc, ça va être le 17 avril, c'est en soirée, donc de 5 à 7.
si ça vient plus dans ce point-là. On va miser sur une mise à jour à Mont-Sagan, mais aussi au niveau de nos prêtres. On a discuté au niveau de la stratégie qu'on voulait voir, voir les meilleures pratiques qui sont dans chacun des paroisses au niveau des relations entre l'Église de la paroisse et nos écoles francophones. Aussi que nos prêtres qui ne sont pas nécessairement à Calgary dans la paroisse francophone sachent qu'est-ce qui se passe en français, puis des petites ressources disponibles. S'il y en a, puis aussi voir comment est-ce que les prêtres dans les paroisses supportent leurs écoles catholiques anglophones, puis est-ce qu'il y a des meilleures pratiques qui pourraient potentiellement être amenées dans notre école. Toujours, l'idée, c'est pas d'imposer à l'école, mais vraiment d'aller voir ce qui se fait, créer des liens, puis commencer à bâtir des relations aussi à ce niveau, à notre niveau avec nos prêtres. On sait que les écoles le font ici dans nos communautés, là, mais donc c'est bon. Ça serait. Est-ce qu'il y a des questions? OK. C'est bon. Merci. Pas de questions? OK. Point 11, rapport des comités, il n'y en a pas. Point 12. 12.1, service éducatif, présentation des paramètres des calendriers scolaires avec des premières ébauches. C'est juste en premier. Alors, ce que je vous présente ce soir, c'est bien correct. C'est bon. Alors, il y a un comité qui a été créé et jusqu'à date, on a eu 2 rencontres. Et on a eu des discussions avec les directions de l'école, qu'est-ce qui s'est bien passé cette année, la rentrée scolaire, les placements des journées sans enseignement, etc. Et on a aussi passé le sondage du Congrès franco-sud et qui a démontré que l'événement a été beaucoup apprécié par le personnel et ils souhaitent de continuer avec ce genre de perfectionnement professionnel. Plusieurs ont suggéré d'organiser le congrès sur 2 jours consécutifs afin d'accommoder le personnel qui se déplaçait des régions, de nos écoles en région, de l'extérieur de la ville, et que cela offrirait davantage de possibilités de plus de réseautage. Ils ont beaucoup aimé le fait d'être ensemble, alors ça se fait 2 journées l'une après l'autre. Et possiblement d'avoir aussi une présentation pour le personnel en entier. Le comité a pris en considération aussi que plusieurs autres conseils cette année ont proposé des vacances d'automne. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça de d'autres ou des amis de vos élèves. Et ça a été vraiment apprécié par les communautés qui ont présenté cela cette année. Alors, nous, on a fait un peu de recherche. Et on a aussi pris en considération les calendriers de cet autre conseil scolaire. Notre défi à Franco-Sud, c'est qu'ils ne sont pas tous approuvés comme nous. Alors, on prend un petit peu de retard. Alors, il faut attendre que certains conseils, on voit exactement qu'est-ce qu'ils ont. Alors, ce soir, qu'est-ce que je vous remets, c'est les paramètres et les recommandations du comité pour le calendrier de 2024-25. Les prochaines étapes pour le mois de janvier, c'est ce matin, je vais partager avec le comité de gestion et avec vous ce soir. Demain, les directions d'école vont recevoir ceci avec autres informations qu'ils vont partager avec leur personnel et les conseils des parents. Suite à ça, ça va être la collecte de commentaires et de suggestions du comité de gestion de vous et des écoles, des directions d'école. Fin février, fin janvier, début février, le comité va se rencontrer pour regarder tous les commentaires, les recommandations. Alors, vous avez du temps à le regarder pour la prochaine fois. Et en espérance de le ramener envers vous le 20 février pour l'approbation du calendrier. Et encore une autre fois, tout va dépendre comment vite les autres conseils scolaires et si eux ont fait des changements. Juste quelques petits points à noter. Alors, les journées pour les élèves, les journées sans enseignement, ça, rien ne s'est changé. Alors, les directions d'école, avec nos conversations, tout ça reste pareil.
Vous allez voir les journées sans enseignement. À noter, on a ciblé le 7 et 8 novembre pour le congrès Franco-Sud. Nous avons ciblé le 11. Alors, 11, c'est jour du souvenir. Alors, nous avons ajouté le 12 novembre comme le petit congé d'automne. Alors là, ça donnerait les parents le 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, il y a des conseils qui ont pris la semaine au complet pour leur congé d'automne. Il y en a qui ont séparé 2 jours à la fin d'une semaine, 2 jours au début. Alors, c'est ça ce que le comité a leur recommandation. Mais comme j'ai dit, c'est toujours ouvert pour des suggestions. Congé d'hiver, ça c'est tout pareil, rien là-dedans a changé. Congé de printemps, Pâques est très tard l'année prochaine. Alors, pour nos écoles qui sont modèle 1, c'est le 24 mars au 28 mars. Mais modèle 2, c'est le 18 avril au 25 avril. Alors, c'est pas mal tard. Alors, on a hâte de voir qu'est-ce que les écoles vont dire à ce sujet. OK. Le restant, c'est, vous pouvez prendre le temps de le regarder. Une date qui n'est pas déterminée jusqu'à là, c'est Journée de la foi. Alors, une fois que cette date est confirmée, nous allons certainement l'ajouter. OK. Là, le restant, c'est juste autre information que nous avons pris en considération. On essaie toujours d'équilibrer le premier semestre, deuxième semestre quand possible. Et comme on sait, la présence des enseignants et des directions sont exigées pour les journées sans enseignement. Congrès du Franco-Sud au mois de février, ça va changer. Alors, je vous présente ce soir et prenez le temps de le regarder. Au mois de janvier, aussitôt que c'est complété, tout ceci est transféré dans les calendriers avec les belles couleurs. Je vais vous les envoyer. Comme ça, vous pouvez, c'est un visuel qui est beaucoup plus apaisant que ce que vous avez devant vous aujourd'hui, mais j'ai pensé de vous remettre ceci. Super. Question, commentaire? Oui. Donc, moi, j'ai eu la demande de 2 écoles pour le moment d'avoir Eid de congé, qu'on prévoit, qu'on regarde la possibilité de voir s'il y aurait une possibilité d'avoir la journée Eid de congé pour les élèves. Potentiellement, ce qui se fait dans nos conseils, le système de se faire, c'est que les enseignants, c'est une journée de travail, mais pour les élèves, c'est une journée sans enseignement. On m'explique que c'est dans ces 2 écoles-là qui ont des populations musulmanes quand même assez importantes. Une des écoles, je pense que si je me souviens bien du chiffre, là, je pense que c'est 100 élèves sur une population de 400 qui étaient absents cette journée-là. C'est la journée qui termine le ramadan, de ce que je comprends. Là, vous allez m'excuser si je l'explique mal, là, mais de ma compréhension. Et je sais que dans certaines communautés, comme à Grassland, c'est quelque chose qu'ils ont décidé de une journée spécifique pour ça. Par leur communauté dans la région de Yorkshire, une forte population musulmane. Donc, la question a été de voir si ça serait potentiellement quelque chose qui pourrait être étudié à Franco-Sud. On sait que Eid est pas, souvent ça tombe dans le milieu de la semaine. Donc, c'est quelque chose qui serait différent chez nous, pas Franco-Sud. Mais une chose qui serait à voir. Est-ce que tu connais la date? 10 avril. Ça change selon la lune, on m'a expliqué, là, mais 10 avril. C'est possiblement le soir de 10 avril, entre le 9 et le 10, qu'il va y avoir le quartier. Mais on m'expliquait. C'est parce un que mercredi. J'ai posé la question à une maman musulmane parce qu'elle m'expliquait selon le calendrier, ça peut changer. Je vais dire, nous, le calendrier, on l'adopte en mai, en mai, c'est pas mal adopté. Ta date est différente. Fait qu'elle m'expliquait, tu sais, même si ils tombent le 10, mais ils ont le 9, au moins, il y a une reconnaissance. Puis, s'il y a un sentiment, s'il y a quelque chose qui peut être fait, je crois qu'elle m'expliquait que la communauté musulmane dans nos écoles francophones apprécierait ça et ça leur permettrait de célébrer ce qu'on m'expliquait potentiellement leur équivalent de Noël. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais demander de voir, si c'est possible. Je vois la reconnaissance nationale, ça c'est super, merci beaucoup. C'est mis. Et l'autre question qui a été posée, puis Mme Monique, vous étiez là à Brooks, c'est de voir si
dans nos calendriers scolaires, de voir si c'est possible de terminer à midi les vendredis. Et là, en consultant certaines de mes écoles, j'ai réalisé que c'est vraiment pas toutes les écoles qui veulent ça. Donc, j'ai dit, oups! Donc, j'ai reculé un petit peu. Mais de voir à l'ouverture, est-ce que ça serait possible dans les communautés qui le veulent, que ce soit un avantage pour leurs élèves, de voir est-ce que de terminer le vendredi à midi ou un autre jour de la semaine, là, à midi, pour cadrer avec tout ce qui se passe dans la communauté au niveau parascolaire. On expliquait qu'il y a plusieurs, donc dans ma région, par exemple, qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires et même la municipalité qui offrent des programmes et des services gratuits, certains payants, d'autres non. Ces après-midi-là et que nos élèves semblaient manquer. Donc, je ne sais pas si ça nécessite une réorganisation des calendriers scolaires et ou seulement juste des journées de classe. Alors, c'est justement, il m'a posé la question et comme j'avais mentionné à la rencontre, alors c'est le processus de l'engagement communautaire. Ouais. Justement, nous avons une école l'année passée qui avait fait des changements à Airdrie. Alors, la direction d'école et moi, et avec les ressources humaines aussi, on regarde à l'œil parce qu'il y a beaucoup d'implications. C'est pas juste changer les cloches. Il y a les instructions, le temps d'instruction, les heures, de s'assurer qu'on est quand même dans les minutes qu'on doit offrir aux élèves. Et autre question, est-ce que c'est là où la cloche sonne, tout le monde quitte, ou est-ce que c'est du perfectionnement professionnel? Alors, c'est un processus qui prend assez long, à mon avis, là, pour bien le faire et d'aller envers la communauté, les élèves, les enseignants pour voir si c'est vraiment ça. Et l'objectif, le but. Oui. Puis mon autre question par rapport à ça était, parce que moi, si c'est ce que la communauté veut, tu sais, je vois dans certaines communautés que ça peut fonctionner, d'autres qu'on m'a complètement clairement dit que non, mais je peux respecter ça. Par contre, le temps, tu sais, moi, je vois aussi les journées, parce qu'on a quand même 16 journées sans enseignement. Donc, c'est 5 journées qu'un parent de maternelle à 5e année, il faut qu'il trouve soit manque du travail ou trouve de la garderie pour leurs enfants. Est-ce que dans ces 16 jours-là, autres que ceux-là du congrès des enseignants, il y a des journées qui sont vraiment spécifiques à dire ces journées-là, c'est franco-sud, ensemble, c'est tout le monde, puis c'est vraiment de la formation. Puis est-ce qu'il y a des journées qui sont à l'interne, à l'école, où les enseignants sont vraiment juste en unité d'école, puis peut-être je me disais, bon, pour enlever un petit peu de ces temps-là où les enseignants, les élèves sont, que les parents doivent trouver du service de garde, donc c'est ça, les 3-4 journées pendant l'année qui sont réservées aux écoles, comme journée de développement professionnel, ben, ça correspond à tes vendredis que tu finis à midi ou justement que tu restes peut-être un petit peu plus après les classes. Je ne sais pas. Moi, je suis un parent d'une communauté qui voudrait le terminer midi. Je suis 100% pour ça. En fait, je crois beaucoup à ça pour ceux qui ont les ressources pour le faire. Par contre, plus 16 jours de congé, j'en en fais beaucoup. C'est certainement quelque chose d'intéressant à étudier, Yannick. C'est ça, je peux parler de l'expérience personnelle. Vraiment, pour nous, dans la ville d'Airdrie, 24 écoles, 22 finissaient, il y avait ça les vendredis courts. C'est pas nécessairement ça finit à midi, il y avait ça les vendredis courts. Notre école était une des deux qui n'avait pas les vendredis courts. Donc, déjà, au niveau de la communauté, il y avait une grande pression comparé aux écoles de Rocky View puis dans le catholique. Et puis vraiment, le processus qui a été fait, c'est vraiment la communauté qui a décidé. La direction, les parents ont fait des recherches et ça a été présenté à Franco-Sud pour l'approbation. Pour moi, si, par exemple, Canmore, c'est quelque chose qu'ils désirait faire, ça se fait. Puis de l'autre côté, s'il y a une autre école qui dit nous autres, on est bien où ce qu'on est, ben, c'est correct pour moi. Mais je pense pas que c'est nécessairement à nous prendre. Nous, c'est vraiment, on focus sur le calendrier. Après ça, le calendrier, c'est chaque communauté qui va décider s'ils veulent finir à midi ou à 1h, parce que ça va affecter les autres journées. Une des choses qui s'est passée justement dans notre Airdrie, c'est que nous, l'administration était en comité
communication avec l'administration d'école, avec le conseil de parents. Pour une des questions que moi j'ai posées, si tu te souviens, Yannick, c'est est-ce qu'on a pas les outils, mais les services nécessaires à l'école pour appuyer nos familles? OK? Et il y a aussi un sondage qui a été envoyé par l'école, etc. Et puis, juste plaqué, on a plusieurs de nos écoles qui terminent déjà à midi. Mais donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et le processus, c'est à peu près le même. Il faut juste s'assurer que la communauté, la grande majorité, est d'accord, mais aussi de s'assurer qu'est-ce qu'on fait avec nos familles qui n'ont pas les moyens, justement, de quitter l'école à midi le vendredi. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ont été mises en place et ça s'est bien passé. Puis dans nos écoles où on termine présentement à midi, après-midi pour le personnel, ils vont à la maison ou c'est du développement professionnel? Dans la majorité des cas, la majorité des cas, les enseignants restent à l'école et c'est soit du perfectionnement, soit de l'organisation, de la planification ou autre. Réunion d'équipe. OK, fait que ces journées-là, donc nos 16 journées sans enseignement qui sont en congé, dans nos écoles qui terminent à midi, donc ils terminent à midi le vendredi et ils ont ces 16 jours-là aussi. Ouais, mais le nombre d'heures ne change pas. Non. OK. C'est ça, les journées sont en conséquence. Ces journées sont Ça, les minutes sont très importantes. Et alors, c'est 14 avec le siège et 2 congrès des enseignants. Et là-dedans, c'est un mélange. Et puis là, avec le nouveau curriculum qui, à chaque année, on ajoute des choses, les journées sont vraiment ciblées. Puis je sais que les éducatifs sont toujours à la demande. On peut-tu d'en avoir d'autres? On peut-tu d'en avoir d'autres? Il y a toujours des bonnes formations qui se passent. On invite les enseignants de venir ici, des fois les premières années, deuxième année, dépendant qu'est-ce que le service éducatif cible pour la formation. Et ça, c'est toujours déterminé au début de l'année. OK. Je vous remercie. Et il y a 2 journées là-dedans aussi que c'est les rencontres. C'est bon. Alors, donc, pour les écoles qui voudraient le midi, on leur dit à la direction, en tout cas au conseil d'école, de contacter l'administration. Ouais, puis pour nous, je pense que ce serait le thème, c'est beaucoup plus vendredi court, ou journée plus courte. Parce que c'est pas midi. Parce que nous, on est, je pense, c'est 13h10 la cloche le vendredi. Ouais. Là, il faut prendre des minutes ici, là, puis parce que si tu enlèves 2 heures le vendredi, le 2 heures, il est à quelque part d'autre. Donc, de là ma question, parce que dans les communautés que je parle, les autres écoles, c'est midi. C'est pour ça que je pose la question, parce que, mais ils n'ont pas 16 journées de développement professionnel. Tout le développement professionnel se fait le vendredi, autre que les congrès des enseignants. Ils n'ont pas 16 journées. Fait que c'était de là ma question. Est-ce que il y a certaines journées de développement professionnel qui sont attitrées aux écoles où on pourrait dire ces écoles-là, tu finis à midi, là, donc ces journées-là, 1, 2, 3, 4, 5, vous ne les avez pas, ça correspond à votre vendredi parce que leur développement professionnel pourrait se faire cette journée-là. Chaque école doit avoir le même nombre d'heures d'éducation. Mais c'est juste organisé différent. C'est avec des communautés que tu parles, c'est que l'ensemble des écoles finissent à midi. Dans notre cas, si on veut rassembler l'ensemble des enseignants, ce n'est pas nécessairement toutes nos écoles, évidemment. Non, mais donc de là, ma question, je vais revenir à ma question, ou mon thème d'interlocution, c'est que on a des journées de développement professionnel qui sont pour l'ensemble du conseil scolaire. Pendant ces journées-là, il y a de la formation. Tous les profs de 3e année font quelque chose. Je crois qu'on a aussi des journées qui sont ciblées où la direction d'école gère sa journée de développement professionnel pour tout son enseignement. Donc, ces journées-là qui sont ciblées pour les enseignants, est-ce qu'il y aurait un potentiel de dire, pour les écoles, par exemple, qui disent, moi, je vais terminer à midi, là, au lieu de 2 heures le vendredi, de je ne sais pas quelle heure le vendredi, ces journées-là allouées à l'école, ça serait potentiellement, on pourrait les faire sauter pour que eux, ça puisse arriver pour justement qu'arrive dans. Parce que je pense que excuse-moi, je t'interromps aussi, là, pour rester, mais je pense qu'on a très bien compris. Et puis, ça vaut la peine de se pencher puis de regarder ça. Je sais que globalement, bon, il y a
il y a plusieurs questions, autobus, etc. Mais ça vaut vraiment la peine de regarder les possibilités. Peut-être que ça devrait être individuel, peut-être que ça devrait être, mais c'est une bonne suggestion. Et ça, c'est quelque chose, tu sais, le comité, il regarde, il y a tellement de différents modèles. Là, tu sais, je pense que tu parles un peu de Grasslands aussi, ou ceux qu'eux autres qui ont des journées ciblées, où c'est l'école qui gère ensuite tout le monde, c'est, ils appellent ça des leader learners, comme c'est plein de choses qui sont différentes, et puis ils ont moins de journées. C'est dépendant de qu'est-ce qu'ils ont, et puis on a des journées courtes, où les enseignants doivent rester certaines journées. Alors, ça varie. Il y a des conseils d'école, tu sais, que tout le monde, mais moi, je peux parler de mes expériences où, tu sais, à midi, toutes les écoles secondaires, ça finissait, mais l'entente était qu'il y avait du perfectionnement professionnel jusqu'à 2 heures. Alors, il y a tellement de différents modèles et puis, tu sais, c'est vraiment le besoin de la communauté aussi. OK. Merci. Bonne suggestion, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Non? OK. 12.2, il n'y a pas de rapport de financement ici. 13.3, 12.3, communication avec Antoine. Ton volume, Antoine. Oui. M'entendez-vous? Oui. Le son, ça marche? Oui? OK, parfait. Merci. Donc, ce n'est pas très long de communication, en fait. Juste pour vous faire savoir, là, donc, les écoles ont tous soumis leur date. Donc, chaque école va tenir des sessions d'information / portes ouvertes. Donc, en janvier, février, toutes les écoles vont en tenir. Donc, il y a une campagne en janvier au retour des fêtes qui va mettre l'emphase pour inviter les parents à aller chercher l'école qui est la plus près de chez eux et puis aller aux sessions d'information là, au niveau des écoles là, pour les inscriptions pour 2024. Ensuite, juste pour vous dire aussi rapidement, il y a un envoi qui va partir demain, donc envoi du temps des fêtes, comme on fait tous les ans, un courriel qui va partir demain à tous nos partenaires communautaires, éducatifs, conseils scolaires avec qui on partage le territoire, organismes francophones, ainsi que les contacts politiques. Donc, on parle des maires des villes, des MLA, et puis on va racheter cette année, en fait, toutes les MLA de Calgary. Habituellement, on envoyait seulement aux MLA où est-ce qu'on avait des écoles. Donc, cette année, on envoie à toutes les MLA qui se trouvent dans la ville de Calgary. Donc, ça devrait partir ça demain au maximum jeudi. Et puis ensuite, juste pour vous mettre au courant aussi qu'il y a un projet de rafraîchissement du logo à la rose sauvage qui a été entamé. Donc, ça a été, de ce que j'ai compris, je pense que c'est un souhait qui est exprimé peut-être par des élèves à des enseignants. Donc, là, ça a cheminé dans l'école. Et puis, on a mis sur pied un comité. Et puis, il va y avoir un concours. Ensuite, il va y avoir une consultation. Et puis, on vise probablement de présenter le nouveau logo. Là, ça devrait être prêt probablement vers la fin février, peut-être début mars. Là. Donc, l'idée, c'est pas de s'éloigner beaucoup du logo actuel, mais surtout de le rafraîchir, mais en restant dans les mêmes couleurs. Peut-être qu'avec une police plus récente. Donc, on verra ce que la communauté va suggérer. Mais apparemment que c'est un désir de l'école, là, puis qu'il y a beaucoup d'enthousiasme là, pour un petit rafraîchissement du logo. Et puis finalement, juste je termine avec le démarchage rapidement. Donc, pour que vous êtes au courant, on est approché par le bureau de circonscription de Brooks Medicine Hat, dont la MLA est la première ministre Diana Smith. Donc, elle va être en visite à l'école Le Ruisseau le 8 mars prochain. On a déjà confirmé avec elle l'heure, le moment. Donc, il restera à ce moment-là à déterminer la suite de comment ça se passera quand elle va venir. Mais ça va s'insérer un peu là, dans le cadre aussi du mois de la francophonie. Donc, elle va être au Ruisseau le 8 mars, Mme Smith. Sinon, pour moi, ça fait le tour. Merci beaucoup, Antoine. Question, commentaire? Merci. Oui. Antoine, est-ce que maintenant les formulaires d'inscription sont tous à jour? Est-ce que quelqu'un qui veut s'inscrire pour l'année prochaine ont des documents à jour dans leur école? Oui, Brigitte? Le formulaire est mis à jour, il va être publié au cours des prochains jours. Et on travaille aussi, on continue de travailler à l'implantation d'un formulaire d'inscription électronique. Ah, OK. Donc est-ce qu'on peut
penser ou avoir un objectif que pour l'année prochaine, si on va avoir des formulaires? Parce que la question a été soulevée que dans certaines régions, tous les autres conseils scolaires ont leur formulaire, puis nous, on peut viser l'année prochaine. Puis, en fait, la réponse qu'on donne, c'est parce on avait espoir que le formulaire électronique serait implanté avant. Et la réponse qu'on donne, c'est que le formulaire est exactement identique. Donc, les gens, on les dirige d'utiliser, de ne pas attendre, d'utiliser le formulaire de la trousse actuelle simplement en corrigeant la lettre. Donc, c'est absolument pas un problème de pouvoir utiliser le même formulaire. C'est la même chose, c'est vraiment, vraiment, vraiment juste la date qui change en haut à droite. OK. C'est bon. Les écoles ont la directive d'utiliser le formulaire. Parfait. Merci. Par rapport à ça, dans le fond, est-ce que ça va être un formulaire qui va être avec PowerSchool, qui va être relié avec toutes les... Avec School Engage. OK. Ouais. Dans une fois que tu es inscrit, tu peux être transféré dans tout le système. Mais en fait, les gens qui transfèrent d'école techniquement ne complètent pas un nouveau formulaire à chaque fois, je pense. Mise à jour annuelle. C'est ça. Fait que c'est tout. C'est tout pour... merci Antoine. Ensuite, 12.4, 12.5, infrastructure et transport avec Stéphane. Donc, pour le transport, présentement, on a 2 routes qui sont ouvertes. Fait à noter, c'est que Southland ont fait venir 3 chauffeurs de la Nouvelle-Écosse pour pouvoir nous appuyer jusqu'à temps que leur propre entraînement avec leurs chauffeurs arrive au point où ils vont combler toutes nos routes. Donc, présentement, on a 2 routes qui sont ouvertes. Et puis, on travaille quand même assez fort. On a quand même, sur les 111 routes que l'on possède, non, je ne dirais pas ça, je vais changer les mots. Sur les routes que l'on possède dans la ville de Calgary, nous avons environ 10 routes qui sont faites par des transporteurs qui sont privés. Donc, on continue d'essayer de trouver des solutions aux problèmes du manque de chauffeurs. Et puis, on travaille quand même assez de près avec Southland et puis d'autres transporteurs pour essayer de régler le problème. Au niveau de l'infrastructure, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a eu une conversation avec la ville de Calgary, puis il va falloir qu'on travaille avec l'administration et aussi au niveau politique pour essayer d'acquérir certains terrains qui seraient prêts à construire pour les 5 prochaines années. Donc, la raison pour laquelle on est rendu à ce niveau-là, c'est que nous, on a fait une demande au GUCC pour savoir est-ce que ce serait possible d'avoir certains terrains qui sont déjà disponibles dans la ville de Calgary où tous les services sont prêts. Donc, lorsqu'on pense à ça, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que certains de ces terrains-là sont plus convoités que d'autres. Et on pense à l'augmentation des élèves au niveau de Calgary Catholic, des élèves au niveau de Calgary Board of Education. Et puis, ça met certaines contraintes avec les 2 autres conseils. C'est le même problème que l'on possède aussi. Mais nous, on a aussi un problème de croissance où ce que souvent, les écoles qui nous ont été données ou les terrains qui nous ont été donnés, c'était souvent dans des quartiers qui étaient moins propices à la croissance, des quartiers qui étaient déjà plus développés, ces choses-là. Et puis maintenant, ce qu'on essaie de faire comprendre à la ville de Calgary et aux 2 autres conseils, c'est que nous aussi, on aimerait avoir des terrains dans les lieux qui sont un peu plus privilégiés. Et ce problème-là, c'est vraiment un problème qui va être temporaire parce que au cours des 5 prochaines années, la manière qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'on a embarqué avec les 2 autres, eux avaient déjà des terrains qui leur avaient été alloués il y a 10, 15, 20 ans, qui étaient déjà dans des cartes où ce que c'était pas développé. Nous, on n'avait pas ça. On a commencé comme 10 ou 15 ans en arrière d'eux autres, mais présentement, avec l'entente qu'on a eue avec la ville de Calgary au cours des années 80, on a des terrains qui ont été assignés, mais il nous manque une certaine banque de terrain, environ, je dirais 4 à 5 terrains qui feraient en sorte que si on nous annonce plus que 4, 5, 6 ou 7, 8 écoles, il va y avoir un certain manque de terrain. C'est cette position-là qu'il faut commencer à travailler avec la ville de Calgary et avec les 2 autres conseils. C'est comment est-ce que vous pouvez nous aider en nous donnant certains terrains qui sont dans des quartiers en plein développement où ce que nous, on aimerait avoir quand même des écoles. Puis il faut penser que, contrairement aux 2 autres conseils, on a beaucoup d'autobus qui se promènent dans la ville pour justement
amener les étudiants qui sont dans les périmètres éloignés de nos écoles. Et puis, si on pourrait avoir des écoles qui sont plus près de ces endroits-là où il y a une grande concentration, mais que les étudiants doivent voyager beaucoup, ça nous aide aussi avec avoir du succès dans nos écoles. Parce qu'il faut comprendre qu'on a quand même 20 000 étudiants à Calgary, puis on en a présentement peut-être juste 3 000. Si on prendrait peut-être juste un 10 % de plus, ça nous donne environ 1 600 étudiants de plus. Est-ce qu'on a de la place pour les mettre dans nos écoles à Calgary présentement? La réponse est non. Donc, il faut vraiment s'outiller pour pouvoir accueillir et puis avoir plus de succès à aller chercher ces étudiants-là qui ont un droit à une éducation francophone. Ensuite de ça, plan capital, on travaille là-dessus. Oh. Est-ce que ça veut dire qu'il faut organiser une rencontre avec le personnel de la planification de l'urbanisation de la ville ou est-ce que c'est avec les politiques de la ville? Au niveau politique, ce serait avec les politiciens de la ville et au niveau administration, ce serait avec les superintendants et puis à ce niveau-là, puis peut-être aussi avec les conseillers des autres conseils. Donc, il y a la politique avec la ville et la politique avec les autres conseils, plus l'administration des 3 conseils. Ensuite de ça, plan capital, la première version devrait être prête pour votre rencontre du 20 février. Donc, on travaille là-dessus. Déjà, on a commencé à faire les ébauches et puis il y a certains petits changements. Comme on a expliqué déjà dans le passé, cette année, on rajoute une dernière section qui va parler des endroits où on devrait avoir des écoles, où ce que la population pourrait nous permettre d'avoir des écoles. Je pourrais donner l'exemple comme Chestermere ou d'autres choses comme ça, Olds peut-être, dépendamment, basé sur les résultats qu'on a eus du recensement. Donc, l'année prochaine, dans le plan capital, vous allez avoir un plan capital qui serait urbain, donc priorité urbaine, un plan capital qui aurait priorité rurale, un plan capital quand on parle de modernisation et un plan capital qui nous donne les futurs endroits où on devrait avoir des programmes francophones. L'EdBud, on en a déjà parlé, la communauté, il y a une consultation avec la communauté pour le gymnase, ça a bien été. À part de ça, oui, c'est ça. C'était pas dans les notes parce qu'on a eu seulement la rencontre hier, mais on a eu une rencontre hier avec l'école de la Rose Sauvage. Et puis, à ce niveau-là, c'est une rencontre des parents qui était pour parler des futurs projets de l'école. Aussi, on a parlé des soucis des parents. Quand on parle des soucis des parents, on parle aussi des soucis des étudiants. On a parlé du nombre de salles de bain. On a parlé du trafic dans les corridors. On a parlé de comment est-ce qu'on peut embellir l'école pour les étudiants. Et puis, c'est une conversation qui était très positive, mais aussi qui était constructive. On a expliqué en gros qu'on comprend qu'il y a certaines contraintes avec une école qui est en croissance. Et puis que même si ça ne semble pas être aussi vite qu'on veut l'être, que nous, en arrière-scène, on essaie toujours de travailler pour essayer de trouver des solutions à ces contraintes-là. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué au groupe de parents là. Ensuite, juste une petite note comme ça, là, avec qu'est-ce qu'Antoine a dit, c'est vraiment une coïncidence que Mme Smith, au mois de mars, dans une de nos écoles francophones, je ne sais pas, peut-être c'est une annonce qui s'en vient ou quelque chose comme ça. Ah, c'est juste ça que ça m'a fait penser. Voilà. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Aucune question? J'ai une question par rapport à l'état d'avancement des Silverado. Est-ce qu'on a la progression? Oui, si vous regardez dans les notes, je vous ai mis où est-ce qu'on en est rendu dans chacun de nos projets. Et puis à Silverado, c'est dans les documents qu'ils ont été envoyés, mais à Silverado, ils ont commencé à mettre les piles, donc les piliers pour pouvoir construire la slab, le plancher de la fondation en ciment. Donc, c'est où ce qu'ils sont rendus à Silverado. Donc, ça va bien. Le projet avance bien. Puis il y a un genre
D'habitude, quand on commence des projets de construction à l'automne, il y a un genre de contrainte qui s'appelle l'hiver. Mais cette année, à Calgary, on dirait que c'est plus doux que d'habitude. Et puis, quand on regarde l'horaire qu'ils nous ont donné, ils sont en avance présentement. Parce que ça va beaucoup plus vite. Puis, il n'y a pas eu de contraintes. Souvent, même si tout est bien planifié, il y a toujours un genre de quelque chose qui arrive à la dernière minute. Puis, on se croise les doigts jusqu'à maintenant. À Silverado, ça se déroule très bien. Vas-y, Geneviève. Oui, moi, je veux juste concernant Silverado, j'ai envoyé le courriel. Donc, si je comprends bien, c'est qu'en janvier-ish, là, potentiellement, on va commencer en communication avec la direction de l'école pour pouvoir venir présenter au conseil d'école les plans de la nouvelle structure à Silverado. Je pense qu'il faut s'attendre à avoir plus que juste les parents du conseil d'école qui vont être présents pour ça. Est-ce que ça vous va au niveau administratif? La discussion qu'on a eue, c'est qu'on va rentrer en communication avec la direction d'école pour voir, pour décider si ce serait pas mieux, justement, en février, là, mais on s'enligne pour aller voir les parents. Oui, absolument. Puis je pense que c'est important pour que les parents comprennent que présentement, Silverado, toutes les choses sont sur le site. Et puis que l'école Silverado, c'est pas une extension de l'école de la source, mais que l'école Silverado, c'est une nouvelle école, c'est un nouveau complexe scolaire. Et puis, même si on sait qu'il y a probablement certaines parties de la population qui va aller à cette école, nous, on traite cette école comme une nouvelle école dans un nouveau quartier. Puis, ça serait important aussi de comprendre que en faisant ce genre de cheminement-là, c'est que oui, s'ils veulent l'information est valide sur le site web présentement. Je pense que dans ce cas-ci, puis c'est peut-être là où je m'en allais aussi, c'est que ça n'a pas été communiqué. Que l'informateur, les parents étaient pas au courant. En fait, moi, je n'ai pas checké le site web récemment, mais je ne savais pas que c'était sur le site web. Donc, je n'ai pas pu le communiquer. Je ne crois pas que la direction, en tout cas, je ne suis pas certaine si elle était au courant, mais les parents étaient définitivement au courant que c'était sur le site web. Ça, je peux le partager. Ce que j'aimerais potentiellement aussi peut-être mettre un petit peu à l'oreille, c'est encore là de tenir, puis on va dire la grande communauté de Franco-Sud au courant des avancements, surtout à Calgary, peut-être pas à l'extérieur de Calgary, mais à Calgary, des avancements du dossier. Parce que, comme on dit, ce ne sera pas une école, c'est pas la source qui s'en va là. C'est une école, vraiment une nouvelle école, nouveau quartier. Ah, puis c'est un complexe scolaire, c'est plus qu'une école. Donc, de tenir les gens au courant des différentes étapes de construction. J'ai cru comprendre en parlant avec au conseil d'école et avec sa présidence qu'il y a peut-être un petit du travail à faire au niveau des relations avec la communauté. De la région où est-ce qu'on va travailler pour que notre venue soit positive, active, etc. Donc, il y a peut-être un petit travail par rapport à ça qui a besoin de juste d'être présent sur certains réseaux sociaux, là, ce qu'on m'explique. OK, parce que, je vais vous interrompre, parce que nous, on est en très bonne communication avec le Silverado Community Association. On participe à toutes leurs rencontres. Okay. Et puis, ils ont eu des mises à jour. Je pense que c'est important de mentionner que on a une employée de Franco-Sud qui est la présidente du Silverado Community Association, Barbara Deskin. Donc, il y a vraiment présentement, à ce que je sache, basé sur toutes les institutions qui participent à ces rencontres-là, notre venue est très entendue et très positive. Et surtout à cause du fait des éléments que la nouvelle école va apporter au Silverado Community Association, qui est vraiment juste leur terrain avec leurs activités, vraiment juste à côté de la nouvelle école, et puis c'est très positif. Je suis d'accord à 100%. Venir n'importe quelle école francophone est positive, puis devrait l'être perçue comme ça. Je pense que c'est peut-être sur des sites autres, ou que c'est peut-être. Je vais essayer d'aller gratter un petit peu pour essayer de trouver l'information, mais de toujours promouvoir, puis d'être, je pense, être actif dans la visibilité qu'on va donner au projet dans ce sens-là. Ma dernière question était, si je peux, concernant Chestermere et Olds. Donc, on va l'avoir sur le plan de démarchage, mais Chestermere, Olds et Calgary, parce que ma question est plus est-ce qu'on a des infrastructures? Est-ce que ça serait possible d'avoir un rapport des infrastructures potentielles dans lesquelles on pourrait ouvrir des écoles qui sont disponibles présentement, soit Chestermere, Olds, et ou dans Calgary, là, est-ce qu'il y a des infrastructures qui pourraient permettre une ouverture d'une école francophone
là, comme en septembre. Ou, oui. Je veux dire, on peut toujours regarder, là, mais c'est présentement, même s'il y a des infrastructures à Calgary, pour pouvoir mettre des étudiants dedans, si c'est pas basé sur un certain pourcentage dans nos écoles qui sont pleines, le gouvernement ne nous financera jamais pour louer des infrastructures. Donc, si vous voulez en trouver des infrastructures, je peux vous en trouver, mais il va falloir que ça sorte de vos réserves. Si on regarde Rhodes, Chestermere, ces choses-là, il faut vraiment s'asseoir, puis c'est pour ça que le plan capital est très important, puis de commencer à faire des analyses. Et puis, pour pouvoir ouvrir des écoles dans des endroits comme ça, il faut avoir des parents champions. Il faut trouver un comité qui va faire en sorte qu'il y ait un certain dynamisme pour que ça puisse marcher. C'est pas juste moi, je veux une école francophone, et après ça, tout le monde disparaisse. Donc, le travail est plus grand que ça. On a déjà un parent champion qu'il faut quand même travailler avec dans la région de Chestermere. Et puis, il faut recommencer. Au mois de janvier, c'est là que ça commence avec ce parent-là pour dire OK, on recommence. Où est-ce qu'on en est rendu? Donc, c'est vraiment peut-être même quand on regarde ça, parce que vous êtes plus en l'oreille sur la traque de train, peut-être que c'est de voir est-ce qu'il y a des parents, est-ce qu'il y a des gens qui ont contacté pour ce genre de communication-là en tant que conseiller, en tant que représentant du conseil scolaire dans la communauté. Mais les gens ne peuvent pas nous contacter s'ils ne savent pas qu'on est là. Puis moi, c'est là où, des fois, je retourne à savoir est-ce qu'on est visuellement dans ces communautés-là pour que les gens sachent qu'on est là. Bon, on a fait avec Antoine dans le passé, lorsqu'on identifie qu'une région pourrait être considérée pour un programme francophone, il y a des campagnes de publicité qui sont faites en conséquence. C'est comme par exemple à Bellevue ou à Cards. Oui, mais, ouais. Tout le monde. Je comprends. Oui, ça c'est là, on avait le parent. Et comme on pose, on sait qu'il y a des chiffres. Là. On n'aura pas de demande si ces gens-là qui savent qu'ils pourraient potentiellement demander. Donc, mon point est, est-ce que visuellement, on est dans ces communautés-là pour dire, il y a un potentiel d'ouvrir une école francophone, est-ce que vous êtes intéressé? Puis bâtir, créer ce mouvement-là. Pas juste attendre qu'un parent vienne nous voir, mais nous aller au-devant de ces communautés-là. C'est peut-être ça mon point. Moi, j'aimerais qu'on sait qu'il y a des communautés, peut-être pas juste d'attendre que les gens viennent vers nous, mais à ce point-ci, c'est une très bonne question. À ce point-ci, on n'a pas avancé avec ça dans la communauté de Rhodes. On sait que beaucoup de travail va être mis sur Chestermere et la communauté à côté de Strathmore. Il faut faire attention de ne pas avancer trop de projets en même temps. Je comprends peut-être qu'il va falloir étaler ça sur quelques années, en plus de. Puis dans notre plan de démarchage, évidemment, il y a quelque chose de prévu, mais l'énergie, je suppose, un peu comme vous l'avez fait avec Airbnb, va être mis davantage sur les réalités qui sont dans votre plan présentement, en plus de Strathmore. Alors, mais ça, oui, effectivement, si on n'a pas, par exemple, l'année suivante, peut-être cette année, dépendamment de ce que vous voyez, mais si on n'a pas une demande de parents, pas juste à Rhodes, mais les communautés qui ont été identifiées suite aux statistiques du recensement, ben oui, peut-être là, ça va être de provoquer ça, absolument. Fait que c'est à considérer à mettre ça dans le plan. Oui. Je pense qu'il faut être prudent aussi parce que jusqu'à maintenant, depuis que, là je ne dis pas depuis que je suis arrivé, mais jusqu'à maintenant, le Franco-Sud, quand on regarde l'évolution du Franco-Sud, il y a toujours une certaine prudence pour s'assurer qu'on offre un programme de qualité, puis pas juste arriver de dire on vous offre un programme francophone et puis c'est pas ce que nous, on veut que ça représente au niveau du Conseil Franco-Sud. Et puis si on se dilue trop, ça cause un certain problème. Ça cause un certain problème en ayant des programmes satellites qui ne répondent pas aux besoins des étudiants parce qu'on essaie d'en mettre le plus possible. Je pense que c'est important de se baser sur le succès qu'on a sur nos petits programmes satellites pour faire la promotion de ces petits programmes-là. Lorsque moi, je vais parler à la dame à Chestermere, je vais lui dire, regardez ce qui s'est passé à Bellevue, regardez ce qui se passe à Cardston. Regardez, à Bellevue, c'est un bel exemple. Ils ont commencé avec 12-13 étudiants, ils vont être presque 20 l'année prochaine. Cardston, ils ont commencé avec 7, ils sont rendus à 13.
3. OK. Puis, mais lorsque l'année a commencé, il était dans la classe. Excusez-moi de vous corriger. 3 fois en 2 jours. C'est ça. Parce que je savais qu'il attendait pour essayer de me corriger, me planter. C'est bien correct. Mais la réalité, c'est le genre de choses qu'on va amener à ces parents-là pour qu'ils aient. Oui, c'est faisable, j'ai un appui, telle chose, et puis c'est pour ça qu'il faut être prudent lorsqu'on regarde les possibilités. Je suis 100% correct avec ça. Juste pour revenir sur Calgary, quand on dit de prendre, par exemple, de trouver par exemple des écoles qui sont laissées par d'autres conseils ou d'autres choses, là, on vient de me dire, on vient de dire que le gouvernement ne permettra pas l'allocation de ces espaces-là si les chiffres le démontrent pas. Si on n'a pas des écoles qui débordent, qu'on ne sera pas capable de remplir, qui ne nous donneront pas de financement pour louer une école. C'est ce que j'ai compris. Non, pour une école, présentement, quand on regarde CPI puis CSSD, il y a seulement probablement une école qui serait disponible, puis elle n'est pas disponible. On parlait de Holy Redeemer, et puis Calvary Catholic n'est pas prêt à se libérer. À part de ça, il n'y a aucune autre école qui serait disponible, à moins que vous vouliez avoir une école où vous devez investir des millions et des millions parce que justement, l'école est désuète et n'a pas été pris soin d'eux. Quand on pense à des espaces, il faut faire la différence. Il y a une différence entre un espace communautaire et une école qui n'est pas utilisée. Et puis, ça ne se passe pas vraiment présentement à Calgary, justement à cause du nombre de personnes qui sont arrivées cette année, l'année passée. Donc, il y a un genre de protection qui est en train de se faire, puis les conseils scolaires commencent à se rendre compte que le nombre d'écoles qui leur a été donné au cours des dernières années n'était peut-être pas suffisant pour remplir les besoins. Donc, ils doivent s'assurer que les écoles qui voulaient peut-être mettre sur plus, les écoles qui peut-être qui étaient moins utilisées doivent maintenant être plus utilisées pour avoir une certaine efficacité. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'il y a eu un certain genre de surplus d'écoles, il y a 4-5 ans, c'est lorsque le système budgétaire pour payer pour l'argent pour s'occuper des écoles avait changé, parce que c'était non seulement basé sur la grandeur de l'école, mais aussi la population qui l'occupait. Donc, il y avait les conseils scolaires qui gardaient des écoles qui n'étaient pas pleines parce qu'ils recevaient le même montant d'argent. Donc, ils recevaient 1 million pour une école, puis c'était tout, ça ne comptait pas les étudiants, ces choses-là. Maintenant, tu as des étudiants qui sont à 50%, mais ils commencent à recevoir 500 000 ou 600 000, c'est 400 000 de moins. Multiplié par 7-8 écoles, ça fait 3 millions. Là, tout ça déboule ensemble. Donc, la formule pour financer les écoles a vraiment changé. Donc, pour clarifier, une école en surplus, si on irait chercher une école en surplus, s'il y en aurait, ça, c'est 0 $ à ce moment-là. Mais si on serait pour louer un espace, par exemple, pour une école catholique en haut, dans le nord, dans le nord-ouest, ça, à ce moment-là, ça serait des espaces communautaires. Pour démarrer cette école-là, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aurait potentiellement des frais par rapport à ça. C'est ça. Okay. Parce qu'il n'y a pas une organisation qui va nous donner une école, un espace. Non, mais le gouvernement ne financerait pas ça. Ben, c'est ça qu'il faut regarder. Nous, il faut faire une demande de financement, mais le gouvernement n'a aucune obligation de nous la donner. Comme il y a certains endroits où, comme Brooks, Cardston, lorsqu'on louait des espaces supplémentaires, où ce que le gouvernement faut réappliquer à chaque année, ils sont très clairs que le financement n'est pas garanti à chaque année. Donc, nous, lorsqu'on fait ce genre de choses-là, il faut s'assurer qu'on a un cas solide, avec une proposition qui est très solide aussi, avec une proposition année 1, 3, 5 et 7. On regarde qu'est-ce qui s'en vient. Là. Quand on fait ça, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a dans le préscolaire. Il faut faire des consultations, toutes ces choses-là. Juste vraiment dans la question, une école de démarrage dans le sens portable, collée ensemble. Ça, à quel moment est-ce qu'on fait une demande pour ça? Si, admettons, on voudrait dans le nord-est, on n'a pas est-ce qu'on s'entend qu'une école comme ça coûte moins cher qu'une bâtisse, là? Moi, il faut avoir un terrain pour le faire. Il faut qu'on emprunte. Il faut avoir un terrain pour pouvoir le faire. Donc, s'il n'y a pas de terrain disponible, où est-ce qu'on met ces portables-là? Mais je pense que c'est une question que si on la bouge à 180 degrés, qu'on se demande des places comme Cardston, des places comme Crow's Nest Pass. C'est à quel moment est-ce qu'on demande un terrain à la ville pour justement pouvoir
avoir une certaine mini-école portable. Donc, et c'est une discussion qu'on a à l'arrière-scène présentement Fait qui que se ça dit, sera un terrain, ça pourrait pas être on pourrait pas mettre ça dans un terrain d'un autre conseil scolaire, c'est comme dans le fond de la cour. Là. c'est toujours possible, mais on essaie quand même de garder des programmes qui sont homogènes lorsqu'on pense à nos écoles francophones. Oui, mais OK, merci. C'est une option. C'est ça. OK. J'ai fini. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Chantal, Arnaud, Yannick? Non. Peut-être un petit point au sujet de la piscine, Yannick, tu l'histoire d'Airdrie, là, Moi, dans le fond, moi, il y a le groupe qui nous a contactés. Puis vraiment, la question était pour Stéphane, vraiment, parce que là, nous, on parle déjà, on parle de l'école secondaire, on parle d'un gymnase, on parle d'un gymnase qui va être rajouté avec la ville. On parle potentiellement d'une salle de spectacle. Je veux dire, j'ai jamais vu les plans de l'école encore, mais j'imagine qu'il y a plus de grand espace pour ajouter d'autres choses. c'est ça. Puis c'est la conversation parce que Yannick a été contacté par un groupe de. C'est un club de natation pour savoir si on serait intéressé à avoir une piscine. Et puis j'ai expliqué qu'en faisant nos recherches, que pour avoir une piscine, ça coûte entre 6 et 10 millions. Et d'habitude, ça coûte entre 300 et 500 000 par année pour en faire l'entretien. Et à toutes les villes à qui j'ai parlé, on dit qu'il n'y a aucune piscine qui fait de l'argent, à moins que ça soit attaché à un très gros centre sportif. Que ce soit Arena, toutes les choses qui sont attachées avec. Donc, je voulais l'aborder à la caméra ce soir pour qu'on soit très clair que c'est vraiment un gros projet. Merci beaucoup d'avoir rajouté ça. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter? Merci beaucoup, Stéphane. Ensuite, 12.6, ressources humaines. Je ne pense pas qu'il y avait rien. Là. Alors, il n'y a pas de huis clos. Alors, nous pouvons lever la... Oui, nous pouvons lever la réunion à 20h57. La prochaine réunion est ici au siège social, mardi, le 23 janvier 2024 à 18h30. Et maintenant que l'officiel est fini,